La première fois que j'ai découvert Céline, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Je me revois encore aller acheter, j'étais pauvre, j'étais passionné par la littérature. Je me revois encore aller acheter chez Gilbert Jeune, donc un libraire d'occasion, un exemplaire de poche de Guignol's Band. Je ramène ce livre chez moi et je l'ouvre et je tombe sur le vol du guéridon qui traverse les airs et qui ouvre Guignol's Band, et je suis immédiatement happé par cette tornade stylistique et cette génialité de la verve de Céline. Je savais que Céline était un grand écrivain, mais je n'avais encore jamais lu aucune phrase de Céline. Voilà, c'est coup de foudre immédiat, comme d'ailleurs avec Proust. Au XXe siècle, il y a deux révolutionnaires romanesques, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15, il y a plus de grands écrivains, mais des vrais révolutionnaires romanesques en pensée et en style. Il y en a deux, c'est Proust et Céline, il n'y en a pas d'autres. Il y a chez Céline, d'abord, l'idée que toute existence est une mort à crédit. C'est-à-dire, c'est quelque chose, bon, il a cette révélation-là dans Les Tranchées en 14, mais c'est quelque chose qui vient de très loin chez lui. Il est très angoissé par la mort, dès son adolescence, on voit ça dans sa correspondance, et surtout, c'est relativement banal d'être angoissé par la mort, mais surtout, il est convaincu que le bavardage ne sert qu'à masquer cette fatalité absolue et atroce. Et ça, très tôt, bien avant même, dès son adolescence, bien avant les tranchées, l'expérience horrible de la boucherie de la guerre de 14. Et il a une génialité évidente, stylistique, et de perception du monde et des êtres, et de la psychologie des êtres évidente, très vite, très tôt, on le perçoit. Ce qui fait sa singularité inouïe, si vous voulez, c'est qu'il va alimenter sa turbine prosodique et rhétorique en déclenchant ses propres extases et ses propres fureurs et ses propres transes. Et ça va donner quelque chose de tout à fait incomparable, parce que, au siècle de l'horreur absolue, qu'est le XXe siècle, il y a une voix tout à coup qui surgit et qui est à la mesure de cette horreur. Et cette voix, c'est l'écriture de Céline. J'ai évoqué l'idée d'un putsch langagier chez Céline parce qu'il a lui-même parlé de sa grande attaque contre le verbe. Il comprend que pour repenser le monde du XXe siècle, le monde de son époque, il faut repenser la langue de ce monde. Et la langue de ce monde, le style de ce monde, c'est un style qui pour lui est mort. La mort est à l'œuvre aussi dans les linéaments et dans la trame même de la langue, du langage. Il va donc considérer que lui, il doit pratiquer une sorte d'électrochoc sur la langue, c'est ce qu'il va appeler ma grande attaque contre le verbe. Il doit révolutionner véritablement, non seulement la littérature française, mais la langue même, le langage, le rapport de l'être humain à sa langue. Donc alors, il y a toutes les métaphores céliniennes que l'on connaît, toute la manière dont lui exploite cette guerre contre le verbe, l'émotion, dans le langage parlé, dans l'écrit, etc. Mais en réalité, ce qu'il comprend très vite, c'est que le XXe siècle est un siècle d'horreur absolue, pas parce qu'on y invente le massacre, ou le crime, ou la guerre, sont des choses vieilles comme le monde, mais parce qu'on y invente le blabla, c'est-à-dire la propagande. Le blabla, c'est un mot de Céline, c'est une invention, un terme aujourd'hui extraordinairement commun, c'est une invention de Céline, dans Bagatelle pour un massacre d'ailleurs, donc à l'intérieur même de son pamphlet antisémite, son premier pamphlet antisémite. Il comprend très vite que la mort va se déguiser derrière la propagande. Toutes les formes de propagande. Propagande sociale, propagande bourgeoise, propagande fasciste, il le dit tout ça. Propagande culturelle, propagande littéraire, les cocktails, les salons, les prix littéraires, etc. Propagande soviétique, évidemment. Il va faire un voyage en URSS, il va revenir complètement désabusé, avec un pamphlet d'ailleurs, un texte génial qui s'appelle Mea culpa, qui est 1000 fois au-dessus du voyage en URSS de Gide, et où immédiatement il va se mettre à dos toute la gauche française qu'il avait conquise grâce à Voyage au bout de la nuit auparavant. Donc voilà, c'est ça Céline, c'est quelqu'un qui a c'est comme un prophète biblique. Moi je l'ai comparé à un prophète biblique, à Ézéchiel, on pourrait dire. Pourquoi Ézéchiel ? Parce que Ézéchiel est ce prophète qui dans la Bible mange des tartines de merde, se nourrit de tartines de merde, ce qui faisait ricaner Voltaire, mais il y a un rapport avec l'excrémentalité, si vous voulez, du monde, qui est aussi celle de Céline. Il considère qu'un écrivain, il dit c'est dégueulasse, un type qui est assis comme ça, il ne veut jamais se faire prendre en photo en train d'écrire, il dit c'est comme être sur son trône, c'est-à-dire qu'il a une conception de l'écriture comme une sorte de défécation acide qui va radiographier le mensonge.
Il est passionné par cette idée que tout est mensonger. Et plus tard, à la fin de sa vie, donc dans les années 60, il va très vite comprendre que la propagande politique d'avant-guerre, elle est devenue autre chose, elle a transmuté. C'est pour ça que son antisémitisme se délite, si vous voulez. Il comprend que c'est anachronique. Il va s'en prendre, par exemple, à la publicité. Tout à la fin de sa vie, donc il meurt en 61, donc entre les années 50 et 60, il va s'en prendre à la publicité. Il comprend que c'est la publicité qui mène le monde. Et que ce qui est plus important, ce n'est pas l'objet de la publicité, mais le discours publicitaire. Donc ça en fait véritablement un précurseur de Debord. Il envisage, bon il va mourir assez tôt, en 61, mais il envisage déjà le surgissement de la société du spectacle, avec beaucoup de lucidité. Il revient à Meudon après l'exil que l'on connaît, au Danemark, en 51, et alors il devient évidemment un sujet de curiosité intense, les photographes, les intervieweurs viennent le voir, les télévisions, et il est confronté à la technique, à ce que lui appellera la frigidité de la technique. En particulier dans son pamphlet hilarant qui s'appelle Entretien avec le professeur Y. Et il comprend d'une part que ce sont de nouveau des machines frigides, c'est lui qui le dit, à blabla. La radio, le magnétophone, la télévision, bon, il n'y a pas encore de magnétoscope à l'époque, mais enfin, ce sont pour lui des machines à blabla, c'est-à-dire c'est des machines qui servent la propagande du monde. Et la radio, il écoute beaucoup la radio, il parle du salon de l'auto, il parle de la machine à laver, etc. Donc vous voyez, il est très au fait de choses qui sont devenues notre quotidien, mais dont lui perçoit la portée idéologique. Ce que l'on peut aujourd'hui voir en étudiant n'importe quelle publicité contemporaine. On peut voir l'immense portée idéologique d'une publicité pour une paire de baskets ou pour une bouteille de soda. Lui, il le voit très vite et très tôt. C'est un des premiers à comprendre ça pour la publicité de son temps, la réclame. Pourquoi Voyage au bout de la nuit ?